la fin du XXe siècle. Des quatre coins de la France, des jeunes passionnés de dessins animés japonais se rencontrent pour partager leur passion. Parmi eux, des filles et des garçons, avides d'une culture dont ils sont les héritiers inconscients. Qui peut expliquer pourquoi la France est aujourd'hui le deuxième marché du manga au monde après le Japon? Qui veut comprendre comment, malgré le mépris des esprits bien pensants, nous avons persévéré dans notre amour d'une culture riche en valeurs, en émotions et en enseignements de vie? Vous le saurez en regardant French Animefy. Quand je reviens sur Kodansha et que je vous dis que je trouve intéressant dans la parole de Kodansha, c'est que le postulat de départ de l'entreprise, c'est de dire que nous sommes une société vendeuse d'histoire, la société conteuse d'histoire. C'est différent du postulat qui est de dire, bon écoute, moi je suis, entre guillemets, je suis Casterman, Glénat ou Dargaud, où je viens avec, je vends du graphisme. Moi je vends des auteurs qui dessinent, qui sont des artistes. C'est pas pareil. Et je pense que le manga, sa grande force, elle vient aussi de là. C'est-à-dire que quand vous êtes une maison d'édition et que votre postulat de départ, c'est de dire « moi je vends de la narration », eh bien vous allez avoir un regard plus incisif et plus ardu sur le récit et sur comment raconter ce récit que sur le graphisme. C'est pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une plus grande tolérance sur ce qui se passe dans une case dans un manga qui n'est pas forcément une case graphique, artistique, géniale, mais qui te raconte quelque chose. Est-ce que ça, Thierry Groenstein l'évoque, et dans l'histoire, on sait que c'est dû à quelqu'un. Et cette personne, c'est Osamu Tezuka. Lui, il l'évoque, mais cette notion de structure narrative, est-ce que Thierry Groenstein a été le seul à l'évoquer? Lui, c'était en 1991, en tout cas lorsque ça a été édité chez Casterman, donc il avait déjà préparé un bout de temps, ça devait être déjà fin des années 80 qu'il réfléchissait au sujet. Mais vous avez aussi, aux États-Unis, quelqu'un qui s'est intéressé à la structure narrative des mangas pour voir ce qui s'en dégageait et quelle était leur particularité. Et ce gars-là, c'est un type dont je vous ai peut-être un peu parlé déjà une fois, qui est Scott McCloud. Scott McCloud, pour moi, est un génie parce que il a mis sous forme de théorie, une théorie de la BD, qui reprend des grandes lignes de théorie de la BD qui avaient été pensées par d'autres, hein, on est bien d'accord, mais il l'a fait dans un style qui est celui d'une bande dessinée, c'est-à-dire qu'il vous parle de la théorie de la bande dessinée sous forme de bande dessinée. Et il s'est intéressé aux trois grands styles de bande dessinée à travers le monde, à savoir le comics, la bande dessinée franco-belge et le manga. Et lui, il a repéré quelque chose au niveau du manga qui se passe au niveau de l'ellipse. Mais l'ellipse, je vous en ai parlé tout à l'heure avec Toriyama, qui fait cette très grande ellipse entre le moment où Goku est jeune et le moment où Goku est adulte, qui dessert, en tout cas ma thèse, sur la notion de rite de passage de l'enfant à l'âge adulte. Lui, il dit, il s'est intéressé au style d'ellipse, et il avait remarqué que, c'est-à-dire les styles d'ellipse, c'est comment tu passes d'une case à une autre, hein, puisque la bande dessinée est un art séquentiel, c'est-à-dire que c'est un art qui n'existe que parce qu'il y a une séquence entre une case et une autre case. Il y a une relation logique qui va d'une case à une autre. Une seule case n'est pas de la BD. Alors, tu as des gens qui veulent tergiverser dessus. Je pense que Will Eisner a quand même bien pensé le truc et qu'on peut prendre cette théorie-là ou cette thèse comme valable. Une bande dessinée, ça n'existe qu'à partir du moment où vous avez deux cases. Parce que c'est le lien entre ce qui se passe là et là, ou à là, ça dépend de comment on regarde les choses. À là, pas genre à là, tu vois, mais de là à là, tu vois. Enfin bon, après, aussi, hein, pourquoi pas d'ici à là. C'est pas mal hein, comme transition. Bref. Mais pour vous dire que lui aussi s'est posé la question, Scott McCloud. Ouais, Scott McCloud s'est vraiment posé la question. Et Scott McCloud, en se posant la question, il a relevé 6 styles d'ellipse. Donc vous avez l'ellipse dite de moment à moment, l'ellipse d'action à action, de sujet à sujet, de scène à scène, c'est la quatrième, celle-ci, 5 de point de vue à point de vue, et celle ce qu'il appelle la sixième, la solution de continuité.
Alors, on va pas revenir sur tout ce qu'il a dit. Je vous invite à le lire, L'Art invisible de Scott McCloud. Ça fait partie de mes références quand je m'intéresse au manga ou même à la BD en général. Dans tout ce que j'ai, c'est-à-dire que je lis pas ces bouquins juste pour les lire. Je lis parce que j'ai besoin, pour moi, de mettre des mots sur des ressentis et des choses que j'ai ressenties à travers le manga. C'est pour ça que je lis tout ça, parce que j'aime bien savoir comment d'autres personnes ont pensé. Et moi, ça m'aide à nourrir ma propre compréhension. C'est pourquoi j'ai lu l'univers de manga de Thierry Gramsci, parce que je recherchais des réponses à mais pourquoi est-ce que ça marche? Pourquoi j'aime bien les mangas? Pourquoi je suis en kiff quand je lis Dragon Ball, quand je lis Death Note, quand je lis... Récemment, j'ai commencé à lire Bakuman. Là, j'ai commencé aussi à me mettre à Vinland Saga, qui est pour moi une pure tuerie. Qu'est-ce qui fait que j'accroche? Et moi, j'ai besoin de donner des réponses à ces questions. Vous, peut-être pas, mais moi, pour moi, c'est vital. Parce que pour moi, il est important de savoir que quand j'aime quelque chose, je puisse décrire mon expérience. Je pense, avec un peu de provocation, comme me l'avait dit mon formateur en PNL, Pierre Artapinet, les gens intelligents ne sont que ceux qui sont capables de mettre des mots sur leur expérience. C'est pourquoi moi, j'insiste beaucoup à vous expliquer, à vous parler de ça, parce que je veux mettre des mots sur l'expérience. Je veux dire, j'aime ça parce que, pour moi, c'est important. J'aime bien un gâteau, le gâteau aux noisettes. Pourquoi? Parce que ça a le goût de la noisette. Le goût de la noisette, c'est différent du goût, je sais pas moi, de la noix, tu vois. Bon, c'était quand même proche, mais c'est différent du chocolat. Tu vois, je peux dire, voilà, parce qu'il y a du sucre, parce qu'il y a tel ingrédient. Et moi, j'ai envie de mettre des mots sur les choses qui font que je kiffe. Et bien, ces mots-là, ils vont avoir des mots un peu, peut-être, abstrait pour l'instant. Je vous ai parlé d'archétype, je vous ai parlé de récit initiatique, je vous parle d'ellipse, je vous parle de construction narrative, mais le but du jeu, c'est aussi de ça. C'est aussi pour dire à tous ces enculés qui parlent par le passé, ils nous ont chié dessus, leur dire, les mecs, on était jeunes, on n'était pas capable de mettre des mots sur nos ressentis, mais maintenant on a grandi. C'est aussi cette responsabilité-là que je veux qu'on prenne tous ensemble, pour les gens de ma génération, pour pouvoir aussi transmettre aux générations plus jeunes. Je fais, écoute, le manga, c'est sérieux, gars. C'est du divertissement, mais c'est pas du divertissement fait n'importe comment. Il y a des règles, il y a des choses qui sont là, qui sont pensées, qui ont été réfléchies et qui ont été tellement bien intégrées à tout au récit que c'est aussi ça que tu kiffes. Scott McCloud, il dit ça, il dit, en Occident, l'art et la littérature ne sont pas des activités où les créateurs se promènent au hasard. Généralement, notre culture se donne des buts. Mais en Orient, existe une tradition d'œuvres d'art qui constituent des cycles et des labyrinthes. Je vais vous le relire, parce que ça, c'est fondamental pour moi, pour comprendre quelque chose dont je vais vous parler plus tard. En Occident, l'art et la littérature ne sont pas des activités où les créateurs se promènent au hasard. Généralement, notre culture se donne des buts. Mais en Orient existe une tradition d'œuvres d'art qui constitue des cycles et des labyrinthes. Les bandes dessinées japonaises ont peut-être hérité de cette tradition en insistant souvent sur l'état plutôt que sur le mouvement. À travers ces techniques narratives, les Japonais révèlent une conception de la bande dessinée qui diffère grandement de la nôtre. Car au Japon, plus que partout ailleurs, la bande dessinée est un art. Scott McCloud, L'Art invisible. Cycle et labyrinthe. Cycle, labyrinthe. Retenez ces deux notions parce que je vais revenir sur l'une d'entre elles plus tard et vous comprendrez pourquoi. Nous avons des gens comme aussi également Yomota Inuiko qui nous explique dans ce superbe ouvrage qui est Manga, une plongée dans un choix d'histoire courte, publié en 1999, Yomota Inuiko nous explique quelque chose de très intéressant à propos encore de Tezuka. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tezuka est connu pour avoir bénéficié dans son enfance d'une très riche culture cinématographique qu'il a ensuite reflétée dans ses mangas.
Tezuka s'est montré très actif pour introduire dans les mangas d'après-guerre un certain nombre de techniques qu'Hollywood a essayé de fixer dans les années 10. L'adoption du gros plan et de l'angle de vue, le changement libre de la distance de la prise de vue dans une vignette, ou encore la réapparition d'un même personnage sur plusieurs œuvres baptisées Star System. La base du manga narratif tel qu'on l'aime, nous, aujourd'hui, elle vient de ce type-là. C'est pourquoi il est important de connaître son œuvre. C'est-à-dire que la plupart du temps, nous, les anciens, on revient souvent sur l'œuvre de Osamu Tezuka, notamment avec Shin Takarajima, qui est l'œuvre clé, d'un point de vue historique, qui va donner le là et le changement narratif du style de manga. Alors, pour Shin Takarajima, la version qui existe aujourd'hui aux éditions Izan Manga est la version réadaptée de Tezuka de 1984. C'est pas la version originale, mais ça nous donne déjà un très bon aperçu de ce que lui a apporté dans la dynamique évolutive du manga. L'autre aspect, je vous ai souvent parlé des archétypes. Et les archétypes, qu'est-ce que c'est? Les archétypes, c'est cette notion assez curieuse qui a été observée par des spécialistes, notamment Joseph Campbell et puis Christopher Vogler, qui eux sont des Américains. Christopher Vogler, qu'est-ce qu'il nous dit à propos de, dans le livre, le guide pratique du scénariste? Christopher Vogler nous dit quoi? Il nous dit, Joseph Campbell s'appuie sur les théories du psychologue suisse Carl Jung concernant les archétypes. Des personnages et des énergies se répétant sans cesse, présents dans les rêves de chacun et les mythes de toutes les cultures. Toutes les cultures. Aucune culture n'a fait exception. Toutes. Tu vois, genre, toutes les cultures. Chinois, indiens, laotiens, français, allemands, norvégiens, toutes les cultures ne font pas exception. Jung suggéra que ces archétypes révélaient différentes facettes de l'esprit humain que notre personnalité peut adopter pour jouer la pièce de sa propre existence. Donc ça veut dire, attends, que non seulement ces archétypes, tu vas les retrouver dans des histoires, dans des contes, et que ces mêmes archétypes, tu vas les retrouver dans notre psychologie de l'esprit humain. Si ce sont les mêmes, vous avez bien compris que si ce sont les mêmes archétypes que l'on retrouve dans les contes et dans les histoires, et que ce sont les mêmes qui se retrouvent dans notre esprit, bah forcément, ça crée des liens entre vous, votre personne, et le profond, la profondeur de ce que vous êtes, et l'histoire. Forcément, ça vous parle. Donc les archétypes sont un premier point. Il remarque une correspondance étroite entre les personnages rêvés par ses patients et les archétypes de la mythologie. Vous vous rendez compte? Ça, c'est Carl Jung. Carl Jung, il a remarqué qu'il avait donc des patients qui venaient le voir, et puis, quand les patients lui racontaient ses rêves, lui, il le remarque, il dit, tiens, c'est bizarre. La façon, ce que les patients racontent dans leurs rêves, il y a une relation avec les personnages de mythologie. Alors, est-ce que ça voulait dire que tous ces patients étaient des gens qui avaient lu les mythologies et fantasmé en racontant? Non. Ça veut dire simplement que dans l'esprit humain, lorsque nous racontons des histoires, lorsque nous racontons nos rêves, c'est-à-dire que nous rendons accessible une partie de nous-mêmes de notre inconscient quand nous racontons nos rêves, puisque les rêves sont très souvent des moments vécus où l'inconscient est beaucoup plus présent que la partie consciente. Ce qu'il y a dans les rêves, curieusement, ça ressemble à des personnages de mythologie. Et les mythologies, à quoi ça renvoie? Aux cosmogonies. Et quand je vous parle, qui dit mythologie, qui dit cosmogonie, récit initiatique. Tenkou ni 2つの極性ある。すなわち北斗と南斗。神羅万象二極一対。男と女陰と陽。暗殺剣しかり。北斗神剣と南斗聖剣。争ってはならぬ。争えばこの世が滅びる。南北一体になったとき、救世主は現れる。
Jung émit donc alors l'hypothèse que les rêves de ses patients et les archétypes de la mythologie provenaient d'une origine plus profonde, ce qu'il appelle l'inconscient collectif de la race humaine. Nous y voilà. Quand je vous parle de ça, il y a plusieurs éléments quand même qui sont marquants et qui sont intéressants, à savoir que les mythologies, les personnages, que les archétypes et les mythologies appartiennent, d'après Carl Jung, à des éléments beaucoup plus profonds de la race humaine, se trouvant dans l'inconscient collectif. Là, moi, ça commence à me parler. Ça veut dire que, quel que soit le récit fait par les Japonais, ils vont me raconter, et je crois que c'est ça, ces mythologies. Et quand je rentre dans les mythologies, je rentre également en relation avec des archétypes, comme je les possède, je les identifie dans les histoires. La différence, c'est que dans le manga, ces mythes, c'est des mythes asiatiques à la base. Mais comme Carl Jung, il l'a dit, c'est inhérent à n'importe quelle culture, ça veut dire que je peux trouver des relations et des corrélations entre les mythes japonais, les mythes africains, les mythes amérindiens, les mythes occidentaux. La relation universelle, elle se trouve à ce niveau. Mais si elle se trouve à ce niveau, c'est qu'elle se retrouve à un niveau supérieur, qui est celui des cosmogonies. Et au niveau des cosmogonies, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver quelque chose d'assez curieux et de courant dans différentes cultures, qui est le mythe fondateur. Et ce mythe fondateur, à un moment donné, à un certain niveau, va faire apparaître une constance assez curieuse, qui est celle du chiffre 6. Et le chiffre 6, on le connaît dans les techniques de narration. Si vous prenez le découpage d'une histoire par Christopher Vogler, vous avez le chiffre 6 qui se dissimule dans les grandes étapes, que lui, il dit une histoire, elle se passe en 3 actes. Mais dans ces 3 actes, il y a 12 étapes. Je vais vous les donner. Les étapes du voyage du héros. Que sont-elles? Le monde ordinaire, l'appel de l'aventure, le refus de l'appel, la rencontre avec le mentor, le passage du premier seuil, les tests et les alliés et les ennemis, l'approche, l'épreuve suprême, la récompense, le chemin du retour, la résurrection, le retour avec l'élixir. C'est ce que lui a identifié, Christopher Vogler, comme étant les 12 étapes. Joseph Campbell, lui, il va en voir 18. Mais bon, vous n'êtes pas stupide, vous l'avez faite la relation avec le chiffre 6. Il y en a 2 fois 6, 12, dans la façon dont Christopher Vogler, lui, va voir les étapes du voyage du héros. Et puis, dans le héros aux 1000 visages, pour Joseph Campbell, c'est 3 fois 6, 18 étapes. Donc, ce qui est assez curieux, c'est que qu'importe le défilement des étapes, ils en voient 6. Mais 6. Je vous ai parlé tout à l'heure de Bodhidharma, lorsqu'il fait son voyage en Chine et qu'il transmet la connaissance secrète et sacrée au moine de Shaolin, qui va donner le Chan. Et plus tard, le niveau ultra élevé du bouddhisme qui va arriver au niveau du zen. Mais Bodhidharma, lui, quand il rencontre les Asiatiques, quand il rencontre les moines de Shaolin, ils n'en sont pas encore au Chan, ils en sont encore au taoïsme. Enfin, c'est ce qui domine. Et le taoïsme, mais il n'y a pas la référence au chiffre 6 chez les taoïstes. Il n'y a pas, ça vous dit rien, les hexagrammes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 traits continus ou discontinus pour vous parler d'une évolution qui sont des traits de l'état de l'esprit ou d'attitude à avoir. La constante avec le chiffre 6, on la trouve là également. Évolution, étape. On pourrait parler narration, étape. L'analogie, elle est possible. C'est vrai que c'est quelque chose que je ne vous ai pas dit et que je fonctionne beaucoup par analogie. Mais ça reste aussi valable. Ce chiffre 6, il a été également retrouvé dans une autre façon de raconter des histoires qui est en anglais the six structure of the six narrative structure, alors un truc, quelque chose comme ça. Je vais vous le montrer à l'écran. Encore une fois le chiffre 6.
Alors, on a des niveaux, on aurait le niveau universel que l'on retrouverait dans les mangas à travers les mythes, donc forcément ça nous parle, et qui sont mis en scène par les réalisateurs, qui sont mis en scène dans les mangas. Et ce chiffre 6, finalement, est-ce qu'il y a une autre composante humaine où on le retrouve? Et est-ce qu'il y a une composante au niveau de l'humain où cette valeur est piégée? Parce que si ça me parle, moi, dans mon psychisme, c'est clair que si tu me dis le chiffre 6, comme ça, moi, je me dis, ouais, mais en quoi c'est relié aux archétypes, aux mythes, aux mythologies? Bon, d'accord, c'est vrai qu'on retrouve cette structure-là dans la narration, et Christopher Vogler, je vais vous en parler tout à l'heure, il a été l'auteur d'un manga qui s'appelle Raven School. Mais avant d'arriver là, qu'est-ce qui est encore tributaire du chiffre 6 qui pourrait me permettre de faire le lien entre ce que le psychologue Carl Jung a observé et puis les histoires et la structure narrative des histoires qui voit à peu près 6 grandes étapes où le chiffre 6 apparaît de façon récurrente? Eh bien, chers amis animés fans, je vous l'ai dit, un des aspects qui, moi, m'a beaucoup parlé, entre autres, à travers ce chiffre 6, ça a été la notion de structure. Et je me suis dit, il doit y avoir une structure narrative qui est tributaire de ce chiffre. Ce chiffre 6 semble avoir quelque chose de particulier et en rapport même avec nous en tant qu'être humain. Quel est, dans tout ce qu'on connaît, nous, de l'histoire du manga, un endroit où le chiffre 6 a été piégé, mais de façon évidente? Alors, ceux qui me connaissent doivent déjà se marrer, parce que vous avez dû faire le lien automatiquement, là, depuis que j'en parle. Et c'est un manga, mais qu'on connaît aussi surtout sous sa forme de dessin animé. Et parce qu'on connaît son auteur, qu'il est mondialement connu, et qu'il est en plus le deuxième dieu du manga, après Osamu Tezuka. Et bien ce manga en question, c'est Akira. Akira est un manga en 6 volumes. Il y a 6 volumes Akira, il n'y en a pas 7, il n'y en a pas 5, il y a 6 volumes. Que ce soit en français ou en japonais. Et en fait, la structure narrative même d'Akira, assez curieusement, procède exactement, les 6 volumes d'Akira procèdent exactement procède vraiment, mais vraiment exactement, je raconte pas d'histoire, procède exactement les 6 volumes, vous les montrez, il y en a 6. Hein. Je crois qu'il y en a 5 là, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ils sont bien là. Donc les 6 volumes d'Akira ont une structure narrative qui correspond à ce qui est décrit beaucoup par les initiés. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation peut-être plus forte dans la structuration narrative d'Akira avec ce qu'on connaît au niveau du Viking et au niveau initiatique, plus qu'avec les travaux de Christopher Vogler ou de Joseph Campbell. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien ou de corrélation. Le voyage du héros, vous le retrouvez très facilement dans Akira, puisque le héros de l'histoire, même si Otomo dit qu'il y a plusieurs personnages, le héros de l'histoire, c'est Kaneda, Shotaro Kaneda. Et à travers mes recherches, parce que j'avais vraiment besoin de comprendre le niveau que moi je ressentais, qui est pourtant très universel du manga, mais c'est parce que c'est une croyance aussi, ben je l'ai retrouvé où ça? Je l'ai retrouvé chez un auteur en particulier. Et c'est un auteur qui est un auteur français et qui s'appelle Dominique Aubier. J'ai lu grâce, et j'ai pu découvrir grâce à cet auteur, ce qui faisait sens et qui faisait lien avec l'animation japonaise. Et que ce chiffre 6, nous en étions tous des dépositaires, que nous en étions tous des possesseurs obligatoires au niveau structurel. Et ça, je l'ai découvert dans un livre qui s'appelle La face
cachée du cerveau. Un des aspects, alors ça c'est la première édition du livre La face cachée du cerveau, il en est à sa 4e édition aujourd'hui. C'est un auteur qui n'est pas connu, ou peu, ou connu de lecteurs comme moi, simplement parce que j'ai cherché, j'ai trouvé. Et quand j'ai lu cet auteur, elle décrit exactement une chose assez curieuse concernant le cerveau humain, qui est sa structuration en 6 couches. Il existe exactement 6 couches qui ont été observées par les scientifiques, et que ces 6 couches ont des fonctions spécifiques. Croyez-le ou non, ces 6 couches correspondent à une structure archétypale que l'on retrouve dans les contes, que l'on retrouve dans les mythes, que l'on retrouve à différents endroits de la création. Je vais vous raconter quelque chose que vous connaissez qui est classique, et qui là n'est pas de mon cru mais du cru de Dominique Aubier, qui a fait une analogie très simple. Le premier mot de Genèse dans la Bible, ou la Torah si vous préférez, c'est Bereshit. Bereshit signifie 2 choses, il signifie plusieurs choses, et notamment il créa 6. Que nous dit la science à propos du commencement? Elle nous parle de la composition subatomique au niveau des 6 quarks. Alors vous allez me dire, mais Wallo, ok, tu nous dis ça. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le cerveau humain, en tout cas dans l'approche qui a été la mienne, le cerveau humain est tributaire d'une organisation archétypale, que le chiffre 6 n'en est qu'une parmi d'autres, mais que forcément, si mon cerveau, d'abord en termes de structure, possède 6 couches, et que en plus dans mon cerveau, toute mon organisation psychique est aussi, à travers ce que dit Carl Jung, tributaire d'archétypes dont on retrouve des corrélations et des correspondances avec des personnages de mythologie, alors je sais que ce que les Japonais font, c'est qu'ils me racontent des histoires qui parlent de mon cerveau, qui s'adressent à mon cerveau, et forcément ça me parle, parce qu'elles me parlent du fonctionnement archétypal de mon cerveau à travers des histoires. C'était long, et je vous dis à bientôt.